Bonjour à toutes et à tous. Donc, si j'ai accepté de faire cette conférence sur les haras de Tarbes et Napoléon, c'est pour plusieurs raisons. D'abord, mon soutien inconditionnel au festival L'Offrande musicale que David Frey a créé et qu'il est en train de conduire à l'heure où je vous parle, conduire brillamment. La deuxième raison, c'est que je me suis souvenu qu'il y a 50 ans, j'avais été un apprenti cavalier dans ces haras, dans le cadre d'une association qui s'appelait l'Escadron Foch, que dirigeait le commandant Tast. Et là, j'avais donc essayé de pratiquer l'équitation, mais j'étais un très mauvais cavalier. J'aimais les chevaux, mais j'en avais quand même trop peur. Et puis, bien sûr, j'ai accepté parce que j'ai toujours en tête la première recherche que dans ma longue vie d'historien j'ai faite. Je venais d'être licencié en histoire et donc on m'avait donné comme sujet, on dirait, de maîtrise aujourd'hui, premier sujet de recherche. Mon patron, Jacques Godechaux, m'avait proposé de travailler sur les Hautes-Pyrénées sous le Premier Empire. Et je m'étais lancé dans cette recherche pendant plus d'un an et demi avec passion. Donc aujourd'hui, 50 à 60 ans plus tard, j'ai été heureux de me remettre un petit peu et dans l'ambiance des haras et également dans cette période du Premier Empire. Alors, je crois que ce serait une vraie faute professionnelle si l'historien que je suis, sous prétexte de traiter le sujet proposé, Napoléon et des haras, je laissais entendre que dans le domaine de l'élevage du cheval, tout a commencé avec l'empereur. Ce serait faux, totalement faux. Donc ma première partie aura pour objectif d'évoquer ce qui s'est fait avant Napoléon. Je dirais même bien avant Napoléon, puisque on rapporte que sous Pépin le Bref, c'est-à-dire dans les années 750-760, eh bien, on vantait déjà la supériorité de ce qu'on appelait la cavalerie basque, c'est-à-dire la cavalerie pyrénéenne, des chevaux petits de taille, gris pommelés, mais rapides, robustes. Et durant tout le Moyen Âge, les chevaux gascons, comme on les dénomme encore, sont cités, notamment ceux de la fameuse écurie du prince de Béarn, Gaston Phébus. Néanmoins, après les guerres qu'on appelle de religion, les guerres donc, qui ont eu lieu au XVIe siècle, en Bigorre, comme dans le reste du royaume, l'élevage des chevaux décline. Les armées françaises préfèrent acheter, à partir de cette époque, à grands frais d'ailleurs, leurs montures à l'étranger. Et quant aux paysans pyrénéens, ils préfèrent utiliser le mulet, qui est moins cher et plus pratique dans les montagnes. Donc, à compter du XVIIe et surtout du XVIIIe siècle, on assiste à une dégénérescence de l'élevage chevalin dans les Pyrénées. Tout de même, il y a une réaction déjà à cette époque afin de freiner cette dégénérescence. Des mesures sont prises. D'abord par de riches particuliers qui s'intéressent à l'élevage équin, et puis par l'organe qui gère notre province de Bigorre, les États provinciaux et les représentants du roi que sont les intendants. Par exemple, en 1752, la Bigorre dispose de 11 étalons, ce qui n'est pas évidemment beaucoup,
Et l'intendant d'Étigny décide les États de Bigorre à en acheter 6 nouveaux. De sorte que, à la veille de la Révolution française, la Bigorre compte 14 étalons royaux et 26 étalons approuvés, c'est-à-dire on appelle ainsi les chevaux qui appartiennent aux gardes étalons. À la même époque, donc à la veille de la Révolution, 1146 juments sont saillies dans une année, ce qui donne 295 poulains et 287 pouliches. Donc, les résultats, même s'ils sont médiocres, ne sont pas nuls, mais ils sont considérés donc comme très insuffisants par l'élite des éleveurs. Et plusieurs freins au développement chevalin, à la reprise de l'élevage chevalin, sont identifiés. J'en citerai 3. D'abord, il y a la mésentente entre les États de Bigorre, qui veulent garder la haute main sur les achats des talons, et l'intendant, qui représente le roi et qui souhaite donc lui-même diriger les haras comme tout dans la province. Le deuxième frein, je l'ai évoqué il y a un instant, c'est la concurrence du mulet, qui paraît un animal mieux adapté aux paysans pyrénéens. Et enfin, le troisième frein, c'est l'hostilité de la population qui, en Bigorre, comme dans le reste du royaume, proteste d'abord contre le coût des étalons et le coût du traitement de l'inspecteur qui est chargé de coordonner la monte. Tout cela coûte cher. Ce n'est pas le roi qui paye, ce sont les contribuables. Et la population proteste aussi, en tout cas l'élite, sur la réglementation qui est jugée tatillonne, qui concerne la monte, notamment le choix des juments qui écarte beaucoup d'animaux. Aussi, donc, quand la Révolution arrive, en 1789, les cahiers de doléances de Bigorre demandent la suppression des haras. Et ils vont l'obtenir d'ailleurs, puisque un décret de l'Assemblée constituante du 29 janvier 1790 abolit l'institution des haras, qui apparaît comme l'un des symboles des privilèges. Et passant rapidement sur la Révolution, qui dans ce domaine désorganise beaucoup les choses, comme dans d'autres domaines, nous arrivons donc à la période napoléonienne. C'est vrai que Napoléon, c'est connu, a un grand intérêt pour le cheval. On peut dire qu'il passe sa vie sur sa monture. On dit qu'il aurait possédé 17 300 chevaux qui auraient été donc réservés à sa monte personnelle. Alors, la date la plus importante pour Tarbes, c'est le décret du 4 juillet 1806, puisque par ce décret sont créés en France 6 haras nationaux, dont celui de Pau, et 30 dépôts d'étalons, dont celui de Tarbes. Donc les dépôts d'étalons étaient la plupart du temps dépendants des haras. Alors, donc, l'empereur a décidé la création donc, de ces 30 dépôts d'étalons, dont un à Tarbes. Bien entendu, il n'avance pas d'argent ni de suggestions sur le lieu. Et c'est le préfet qui va chercher un lieu et aussitôt on pense à tous les biens religieux qui ont été saisis par la Révolution, les couvents, les séminaires, etc. Alors on pense d'abord au couvent des Carmes, c'est-à-dire qui se trouvait
à ce qu'on appelle l'église Sainte-Thérèse. Et puis finalement, on se rallie au bâtiment de l'ancien séminaire de Tarbes, un bâtiment qui avait été construit à partir de la fin du XVIIe et qui avait ouvert donc dans la première moitié du XVIIIe. Donc, le dépôt d'étalons n'occupera pas l'ensemble des bâtiments, mais une partie seulement. Peu à peu, je le dirai tout à l'heure, on va, comment dirais-je, acheter des terrains autour donc de ce bâtiment qui se trouve aujourd'hui au bord de la promenade du Prado, et peu à peu, mais ça j'en reparlerai, le parc où nous sommes sera établi. À l'époque, en 1806, donc je reviens à cette date de la création du dépôt d'étalons, le préfet, qui est Jean-Pierre Chazal, demande que la première monte, celle de 1806, soit gratuite. Et cette faveur va contribuer beaucoup à attirer les propriétaires. En 1806, le nombre d'étalons n'était que de 10, et quelques mois plus tard, il va passer par nécessité à 16. Le nouveau responsable du dépôt, ou plutôt le responsable de ce nouveau dépôt, c'est un militaire, Gabriel de Bonneval, qui va être vraiment un premier directeur de qualité. La seconde grande date de la période napoléonienne pour les haras de Tarbes, c'est 2 ans plus tard, 2 ans après la création, on apprend que l'empereur va venir à Tarbes. Oh, c'est une visite qui n'est pas programmée comme une visite officielle. En réalité, Napoléon est de retour d'Espagne, où il vient d'installer son frère Joseph sur le trône d'Espagne. Et après avoir logé une nuit près de Pau, au château de Gélos, qui est le siège des nouveaux haras, eh bien, il va passer quelques heures à Tarbes. Mais évidemment, pour les Tarbais, surtout pour l'élite tarbaise, c'est un grand événement que le 23 juillet 1808, la visite de Napoléon. Alors, il arrive donc de Pau par Ibos, et immédiatement, je donne la parole au premier journal qui sera créé dans notre département, qui s'appelle le Journal des Hautes-Pyrénées, et qui est créé donc par Napoléon, comme dans tous les départements. Alors voici ce qu'écrit le rédacteur du Journal des Hautes-Pyrénées à propos de la visite de Napoléon. Alors, j'y arrive. La commune d'Ibos avait construit sur la côte de Gers une pyramide en pierre de 40 pieds d'élévation, présentant sur ses faces des inscriptions analogues aux circonstances. Des enfants, habillés en mamelucs, entouraient ce monument de forme égyptienne qui rappelait des souvenirs glorieux auxquels Sa Majesté ne fut pas insensible. Plus de 3000 personnes étaient rassemblées sur le plateau de Gers. Tout à coup, s'élancèrent d'un bois voisin les troupes des balades de l'arrondissement d'Argelès, précédées de leurs instruments champêtres. Chaque baladeur agitait un drapeau. Ils entourèrent la voiture de leur majesté et commencèrent en danse originale qu'une antique tradition a conservée dans les vallées de ces montagnes. Cependant, la plaine de l'Adour se déployait dans toute sa beauté, rafraîchie par la pluie de la nuit précédente. Les nuages, en se dissipant au moment où le cortège parut sur le haut de la côte de Gers, permirent aux rayons de soleil d'éclairer quelques parties du paysage
et d'ajouter à la variété par ce contraste accidentel d'ombre et de points lumineux. L'étendue, la fraîcheur, la culture, les nombreux villages de cette campagne de Tarbes fixèrent les regards des augustes voyageurs, qui manifestèrent d'une manière non équivoque le plaisir qu'ils éprouvaient. La foule qui se précipitait après le cortège ou qui courait dans les champs voisins de la route donnait à ce tableau une vie et un mouvement dont il est difficile de se former une idée. En avant de la ville de Tarbes, une montagne plantée de sapins semblait fermer le passage. Mais à l'approche du cortège de leur majesté, la montagne se sépara et sur son sommet apparut un aigle impérial portant dans ses serres cette inscription prophétique: il ouvrira nos Pyrénées. Leurs majestés traversèrent le faubourg occidental, dont toutes les rues étaient jonchées de fleurs et les murs tapissés de verdure. Des cris d'allégresse ne cessèrent de se faire entendre jusqu'après l'entrée du cortège à l'hôtel de la préfecture qui était préparé pour leur majesté. Donc, réception à la préfecture, signature d'un décret sur les stations thermales, décret assez important puisqu'il prévoyait de réunir l'administration de toutes les stations thermales des Pyrénées, depuis Luchon jusqu'aux Aubonnes, en passant par les stations, bien sûr, des Hautes-Pyrénées, donc sous une même administration gérée par les préfets, notamment le préfet des Hautes-Pyrénées. Puis, c'est la visite de la cathédrale par Napoléon. L'empereur est heurté par le volume du baldaquin du maître-autel, qu'il trouve totalement disproportionné eu égard à l'édifice. Et il aurait dit cette fameuse phrase, après avoir parcouru Tarbes de l'ouest vers l'est, et d'avoir contemplé l'Adour du haut du pont, mais il aurait dit, mais Tarbes, c'est une ville sans rue, puisqu'il n'y en a qu'une, sans eau, à l'époque, en juillet, et Tarbes, c'est un hôtel sans église. Bon, tout ceci est de l'anecdote, bien entendu, personne n'a enregistré sa déclaration. Alors ensuite, et nous revenons au cheval, il visite le dépôt des talons et il exprime sa satisfaction et il ne cache pas qu'il en souhaite l'extension. Ensuite, il va parcourir la ville depuis la préfecture jusqu'au pont de l'Adour entre 17h et 19h. Au Marcadieu, les habitants l'abordent familièrement, veulent toucher ses habits, ses bottes. C'est Bertrand Barrère qui est dans la foule qui nous le raconte, et il nous dit que l'empereur est inquiet de voir que comme ça on se précipite sur lui, on le touche. Mais on le rassure en disant mais non, sire, c'est uniquement par admiration. Donc il va ensuite faire une visite à l'hôtel de ville. Et le soir même, dans la nuit, il quittera Tarbes pour Auch vers 3h du matin. Donc, n'exagérons pas l'impact de sa visite. Il a apporté peu au dépôt des talons, mais évidemment, il va encourager le développement des lieux. Et c'est peu après que le préfet fera acheter la propriété Salles qui jouxtait l'ancien séminaire, ce qui permettra au dépôt des talons d'avoir un nouveau bâtiment et surtout d'avoir 2 hectares de prés. Et par la suite, donc, il y aura de nouveaux achats. Alors, vous le savez, la période impériale ne dure pas trop. Nous sommes en 1808, donc, et 6-7 ans après, ce sera terminé. Mais il faut reconnaître que durant ces 6-7 ans, le dépôt des talons de Tarbes se développe
on augmente le nombre des étalons. En 1809, le Conseil général demande que ce nombre soit porté à 40. En 1811, il est de 50. Et puis surtout, on se préoccupe d'améliorer la qualité des races. Le directeur de Bonneval, puis son successeur Dalton, procèdent à des croisements avec des pur-sangs arabes. C'est l'époque où le dépôt des talons accueille le Ptolémée, c'est-à-dire de race arabe, le Basager, de race turque, ces deux types de chevaux ayant été ramenés par Napoléon de l'Égypte. Et ce qu'on essaye, si vous voulez, c'est de, en croisant le Navarrais, le Gascon, le cheval,
Il faudra évidemment leur donner à boire, leur donner à manger, s'arrêter de temps à autre. Mais vous vous rendez compte, 1500 chevaux, c'est une armada extraordinaire. Et bien sûr, le règne du cheval va péricliter après la guerre de 14, même si longtemps les régiments conserveront des chevaux, et surtout, bien sûr, après la Seconde Guerre mondiale. Je vous remercie.